Le problème est le suivant. Pourquoi la Serbie? Qu'est-ce qu'elle avait à faire là-dedans? Entre nous, pas grand-chose. Sauf que les assassins de l'archiduc étaient des Serbes. Des Serbes de Bosnie-Herzégovine, territoire autrichien. Seulement, ils venaient de Serbie. Et en fait, c'est en Serbie qu'ils avaient tout de même trouvé les armes qu'ils ont utilisées. Enfin, quoi qu'il en soit, l'Autriche-Hongrie décide de se venger en quelque sorte de la Serbie. Est-ce que l'Autriche-Hongrie peut le faire? Non. Si elle n'a pas l'accord de l'Allemagne. Or, déjà plusieurs fois, l'Autriche-Hongrie avait voulu intervenir dans les Balkans. Et l'Allemagne avait dit non. Et là, l'Allemagne dit oui. L'Allemagne dit oui parce que, sans aucun doute, l'émotion provoquée par l'assassinat de l'archiduc a prouvé aux Allemands, au gouvernement allemand, à l'empereur allemand, qu'on ne pouvait pas empêcher l'Autriche-Hongrie de faire quelque chose. Et en particulier, c'est une chose qu'on ne met pas assez en valeur, l'archiduc était un ami personnel de l'empereur Guillaume II. Et l'empereur Guillaume II a ressenti particulièrement l'assassinat de l'archiduc et de sa femme. Oh, bien sûr, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Guillaume II qui faisait la loi, en quelque sorte, il y avait un gouvernement. Mais c'est tout de même un élément qui a joué. Et alors, pourquoi l'attaque de l'Autriche-Hongrie contre la Serbie provoque la guerre? Eh bien, tout simplement, et c'est là où les choses sont extrêmement importantes, parce que la Serbie était un pays slave et orthodoxe, et la Russie considère qu'elle ne peut pas laisser écraser un petit pays balkanique, slave et orthodoxe. La Russie décide donc d'intervenir. Mais alors, qu'est-ce que vient faire la France dans tout cela? Eh bien, la France n'a rien à faire. La France n'a pas de, comment dirais-je, n'a pas de raison particulière d'intervenir. Elle n'a pas l'intention d'intervenir. Seulement, la France est l'alliée de la Russie. Alors, il existe un plan allemand, le plan Schlieffen. En cas de guerre européenne, eh bien, le plan allemand est le suivant: se débarrasser de l'armée française, il y en avait pour un mois, et ensuite se retourner, toutes forces réunies, contre la Russie. Ce plan était assez absurde, parce qu'il avait l'air de considérer que l'adversaire le plus dangereux pour l'Allemagne, c'était la Russie. En Allemagne, au niveau de l'opinion publique et au niveau des gouvernants, on avait peur de la Russie. On avait peur de la Russie, on avait peur de ce rouleau compresseur, de ces millions d'hommes que la Russie allait lancer sur la pauvre Allemagne. C'est une des choses les plus étonnantes que l'Allemagne, opinion et gouvernants, n'avaient pas conscience de la faiblesse réelle de l'armée russe. C'est quelque chose comme ça. Donc, dans l'histoire, les sentiments que l'on a d'une chose sont quelquefois plus importants, sont même souvent plus importants que la réalité. Alors, premier aspect du plan, il fallait se débarrasser de la France. Et une chose que l'on connaît très mal,
que l'on dit rarement. Quand le commandement allemand a décidé d'appliquer le plan, donc de commencer par attaquer la France, l'empereur Guillaume II a pris contact avec ses généraux et leur a dit: mais pourquoi on attaque la France? Elle n'est pour rien dans cette affaire. Et le commandement a répondu: c'est le plan. On ne peut pas faire autrement. La France est l'alliée de la Russie. Puisqu'on va devoir combattre contre la Russie, eh bien, il faut d'abord éliminer la France. Et c'est comme ça, en quelque sorte, que la guerre a commencé et finalement a touché presque toute l'Europe en quelques jours. Mise en place en 1914, et comment cela évolue-t-il finalement assez rapidement quand on se rend compte, quand l'état-major se rend compte que cette guerre va durer? J'aimerais d'abord revenir sur deux éléments. Un élément évoqué par mes deux collègues. J'aimerais d'abord qu'on définisse ce qu'est la guerre. Car la France, l'Angleterre, l'Europe balkanique étaient en guerre déjà. Les États-Unis étaient en guerre déjà. Les États-Unis sortaient de la guerre du Mexique. Ils avaient fait du tourisme au Mexique avec le même général Pershing que l'on voit arriver en Europe plus tard. Les Allemands venaient de faire la guerre dans leurs colonies d'Afrique orientale et d'éliminer quelques dizaines de milliers, sauvagement d'ailleurs, quelques dizaines de milliers héros, enfin oui, des populations. C'est ce qui correspond à la Namibie d'aujourd'hui, dans le Tanganyika, etc. Ouais. Les Britanniques sortaient de la guerre des Bourses, où ils avaient, là ça avait été plus dur. C'était même assez dur. Mais ils avaient fini par gagner avec des camps de concentration où étaient concentrés l'ennemi. Les Français venaient de finir de conquérir le Tchad. On y était, 1910, 12, 13, 14, en montant du sud vers le nord, le Tchad et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Sangaris, un petit peu plus à l'ouest. Les Français venaient de conquérir, ça c'était plutôt, mais venaient de faire également un peu de tourisme dans certaines régions du Maroc. Dans les guerres balkaniques, il y avait eu deux guerres balkaniques, 1912-1913, et par conséquent, partout il y avait des guerres. Simplement, Jean-Jacques Beccard l'a évoqué, qu'est-ce qu'on appelait la guerre? De même, la France a gagné la guerre en 14. On est entré en Alsace, on a reconquis la moitié du Haut-Rhin, notre Haut-Rhin. Les Allemands sont entrés en Belgique, c'était assez dur aussi. Mais finalement, ils sont arrivés à Arras. La notion de guerre, c'était la notion de guerre facile. On conquiert Cuba, les Philippines, enfin, on mène une guerre facile. Et ça permet de comprendre ce que je dis. On pense que la guerre est une guerre de mouvement rapide ou une guerre de supériorité sur des gens inférieurs, mal équipés, sous-équipés. Les Allemands étaient beaucoup mieux équipés en matériel semi-lourd, semi-léger, plus léger que lourd, en mitrailleuses, en canons. Nous, on avait les canons de 75. Les Allemands, c'était pas du 120, non, c'était pas ça, Jean-Jacques, je ne sais plus. Enfin, c'était un peu mieux armé que nous. Les canons allemands, c'était du 77. Du 77, voilà, c'était un petit peu plus, mais léger, quoi, mais ils en avaient beaucoup plus. Et finalement, ce sentiment de guerre facile était parti, mais on était partout en guerre. Je ne parle même pas de l'Asie entre Japon, Chine, etc. Et par conséquent, entrer en guerre, ça ne veut pas dire entrer dans la guerre de 14-18. Je crois qu'il faut percevoir ça aussi. Pour nous, on le sait, on a toujours raison, les historiens. Et par conséquent, on croit que la guerre va être aisée. C'est pour ça que, et je réponds à votre question directe, il n'y a pas de stock de munitions. C'est surprenant, ces stocks d'obus, ces stocks de munitions, c'est ça, sont épuisés relativement vite. Parce qu'on ne pensait pas que... en train de dire d'abord. Et ensuite, on ne pensait pas que les Allemands étaient aussi bien aimés. Alors, ça peut. Est-ce qu'il y a un Jean-Jacques va peut-être nous y répondre à cette question. Mais que faisait l'espionnage? Ça, je ne sais pas comment on pourrait ignorer la force relative allemande. Et par ailleurs, même l'organisation des chemins de fer, qui est vraiment anticipée, manque quelque peu de coordination. Lorsqu'il faut, on est surpris par l'événement de charrier autant de soldats. On peut charrier une armée, des armées normales, quoi. Mais tout à coup, il faut charrier 2 millions de soldats.
Et c'est la guerre ferroviaire en 14, en été 14, c'est-à-dire août, septembre, octobre, pour mener les troupes pour empêcher les Allemands d'enfoncer le front de l'Oise, de la Marne, etc. Eh bien, cette guerre ferroviaire est essentielle, on est pris de court. Et on envoie les trains, et il faut libérer les voies pour le retour, il faut libérer les aiguillages, il faut que les trains reviennent faire le plein, si je puis m'exprimer ainsi, et de façon un petit peu inhumaine. Et par conséquent, on n'entre pas en guerre, on entre dans un type de guerre, un peu imaginé, si je puis même, vous pouvez me contredire, bien sûr. Et c'est tout à coup, quand les fronts s'arrêtent, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on s'aperçoit qu'une autre guerre, un autre type de guerre a commencé. Et alors, ça avait déjà été plus ou moins vécu, les spécialistes pourraient le dire, déjà à Mukden, dans le nord de la Chine, dans le nord-est de la Chine, entre les Russes en Mandchourie, entre les Russes et les Chinois, il y a déjà des guerres de tranchées. J'ai évoqué déjà la résistance assez dure des Bourses face aux Britanniques, mais ce n'était pas la même chose. Et par conséquent, on n'est pas parti, je contredis d'ailleurs, je le dis, enfin je sais plus ce que vous avez dit, on ne partait pas en guerre en chantant à la Madelon, mais simplement on ne pensait pas que la guerre que l'on allait rencontrer, dans laquelle on allait être confronté, allait ne pas ressembler aux guerres que l'on venait de vivre, qui avaient leurs horreurs, bien évidemment, mais qui étaient relativement vite menées. Et ça, c'est, je crois, l'essentiel. J'ai lu les carnets du chef de cabinet de l'état-major en Alsace, au sud de l'Alsace, il est à Belfort. Lorsque les troupes montent, elles montent vers Mulhouse, tout ça. Mais tout le monde y croit, ils vont arriver à Strasbourg la semaine prochaine, quasiment. C'est pas Nord-Berlin, mais c'est Nord-Strasbourg. Et tout à coup, on est décontenancé quand 8 jours après, ces troupes retournent, font demi-tour et quittent Mulhouse. Vous imaginez les Mulhousiens qui venaient d'être libérés, sinon ça fait le côté français, qui avaient chanté leur joie, quelques jours après, sont arrêtés par la police allemande ou l'armée allemande, je ne sais pas. Et parce qu'ils ont chanté, on a repéré ceux qui ont chanté. On les arrête, on ne les fusille pas, mais on les arrête. Et donc c'est dramatique. On prend conscience tout à coup, vous pourrez me contredire, mais c'est plus la même guerre. La phase de début, ce que l'on appelle la guerre de mouvement. La guerre de mouvement a été horriblement coûteuse. Elle a été horriblement coûteuse parce que l'infanterie, avec ses baïonnettes, devait combattre contre les mitrailleuses, qui ont eu un effet énorme, et contre l'artillerie. N'oublions jamais que la Grande Guerre est une guerre surtout d'artillerie, et que la plus grande partie des morts et des blessés ont été touchés par des obus. Alors, au début de la guerre, lors de la guerre de mouvement, les mitrailleuses ont eu un effet considérable. Alors, on peut se poser la question, pourquoi, tant du côté français que du côté allemand, car c'était à peu près pareil des deux côtés, pourquoi a-t-on sacrifié tant d'hommes pendant les premières semaines de la guerre? Eh bien, tout simplement parce que d'un côté comme de l'autre, on revient à ce qu'on disait à l'instant, on croyait une guerre brève. Alors, ce serait terrible, mais pendant quelques jours seulement. Et malheureusement, ça n'a pas été pendant quelques jours.